Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que nous avons passé de très bonnes vacances et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de notre invitée Brigitte Monod, qui est directrice générale de la FCTMN, l'association des femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Brigitte Monod, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci. Alors, quelles sont les missions de la FCTMN? Oui. Donc, le réseau Femmes du cinéma, télé, médias numériques, c'est un réseau qui existe depuis 28 ans, qui est implanté à Montréal. Depuis 91. Depuis 91. Et la mission du réseau est de faire du développement professionnel de toutes les femmes qui travaillent dans les industries créatives, dans les industries des écrans, également en radio. Donc, qu'elles soient cadres, professionnelles, productrices, et également créatrices ou techniciennes. Donc nos membres sont des productrices, des réalisatrices, des scénaristes. On a également des femmes qui travaillent pour financer des projets, des femmes qui travaillent au niveau du droit d'auteur. Donc c'est très varié. Et que signifie pour vous le mot pouvoir en tant que directrice générale? Pour moi, le pouvoir, c'est un mot qui fait peur aux femmes, je pense, le pouvoir. Mais c'est pas un mot que j'emploie seul, c'est toujours le pouvoir de changer les choses, pouvoir de mettre en place des activités, des initiatives. Pour moi, le pouvoir, c'est quelque chose qui, je le vois comme une notion horizontale. On travaille, on tire une équipe, on tire un organisme ailleurs. C'est pas une notion verticale de quelqu'un qui décide et de plein de gens qui suivent. Donc c'est quelque chose que je vois comme très inclusif. Et dans le cadre de votre mission, dans le cadre de la mission de la FCTMN, oui. Comment est-ce que ça se traduit, cette vision transversale, cette vision horizontale du pouvoir? Comment est-ce que vous accompagnez ces femmes-là, que vous leur transmettez cette envie justement de ne pas être carriériste que dans le sens vertical, mais plutôt dans le sens horizontal et dans le sens du partage? Alors on les encourage à prendre leur place, c'est sûr, à aller au-delà de leur peur, de leur sentiment d'imposture. Donc une grosse partie de notre mission, c'est le rayonnement. Donc on veut vraiment que les femmes et nos membres particulièrement soient visibles dans ce qu'elles font. Donc oser montrer qu'elles ont un talent comme compositrice de musique, comme réalisatrice, etc. Donc c'est vraiment les encourager à prendre la place à laquelle elles ont droit, la bonne place. Et parallèlement à ce rayonnement, nous on s'assure de faire du développement professionnel. Donc on a des activités, des ateliers, des formations, etc. pour qu'elles soient toujours pertinentes dans leur métier pour pouvoir se démarquer. Parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que les femmes soient engagées sur des projets pour répondre à des critères de quotas ou de discrimination positive. On est totalement contre ça. Donc pour les aider à être les meilleures dans ce qu'elles font, on s'assure de mettre en place des accompagnements et puis également un gros volet de réseautage pour qu'elles se fassent connaître dans nos milieux. Pourtant, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez ou alors votre organisation est contre les quotas, mais certaines études démontrent que ça a contribué à ce que les choses évoluent, ne serait-ce qu'un peu. Est-ce que malgré ça, ça peut quand même être un outil que vous pouvez soutenir? Oui, alors quand je dis les quotas, c'est d'avoir... Quand les quotas sont très coercitifs. Maintenant, je suis pour la mise en place de mesures incitatives pour que les femmes soient dans des professions ou accèdent à des sphères pour les bonnes raisons.
Mais c'est vrai que ça passe par des mesures parfois un peu plus coercitives, parce qu'il y a certains milieux où ça change pas assez vite. On pense par exemple dans tout ce qui est conseil d'administration, tout ce qui est politique. Moi, je suis pour que les partis politiques, par exemple, s'imposent et imposent, et que même la loi oblige à ce qu'il y ait la parité dans les candidates qui sont mises de l'avant, etc. Parce que malheureusement, ça prend, je pense, des phases de quotas ou d'obligations pour que les choses s'intègrent un peu dans les mœurs. Dans un monde idéal, il faut qu'au bout d'un moment, on n'en ait plus besoin et que ça se fasse naturellement. Mais il y a toujours ces phases où il faut un peu obliger. Le monde du média et du cinéma est quand même assez reconnu pour son machisme. Il y a eu ces dernières années en plus pas mal de scandales autour de ça. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon s'il y en a un homme, une femme dans ce milieu? Probablement. Je pense que la façon dont les femmes exercent leur pouvoir est peut-être plus inclusive. Les femmes ont une tendance peut-être au perfectionnisme, puis en voir l'ensemble des choses, à penser plus aux détails certainement. Donc ça fait que dans les prises de décision, il y a peut-être des zones ou des personnes auxquelles nous, on aurait tendance à penser, c'est moins vrai pour les hommes. Ouais. Qui peut-être applique plus le pouvoir dans le sens vertical et pas horizontal. Peut-être. Maintenant, il ne faut pas généraliser. Je crois qu'il y a aussi des hommes qui ont un leadership très très positif dans leur façon d'exercer leur pouvoir. Comme c'est la rentrée, j'ai quelques petites surprises dans mes questions. Est-ce que, dans le milieu des médias, est-ce que vous avez un coup de gueule, quelque chose qui vous énerve vraiment, que vous aimeriez que ça change, ou alors un coup de cœur, quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous espérez que ça perdure? Dans le milieu des médias ou du cinéma, en tout cas dans votre environnement professionnel. Je dirais que ce qui est difficile alors il y a eu des progrès justement parce que il y a eu des prises de conscience depuis 3 ou 4 ans qui ont fait que des groupes comme le nôtre et autres essaient de faire bouger les choses dans la bonne direction, mais ça va lentement et il y a toujours si je devais lancer un coup de gueule, c'est le fait que les femmes, malgré leur talent, malgré le fait qu'on les regarde de plus en plus, puis on reconnaît leur place, elles n'ont toujours pas accès, par exemple, au gros budget. Oui, on va leur faire peut-être un peu plus de place, mais quand vient le temps de confier la réalisation d'un film à gros budget, ce sont encore les grandes absentes. Et ça, malgré la mise en place de mesures, donc ça, ce serait mon coup de gueule pour que les choses bougent vraiment. Mais il faut que tout le milieu se mobilise pour ça. Et puis le coup de cœur, c'est quand même que toutes les mesures, en tout cas qui ont été prises ici au Canada, commencent à porter fruit. C'est la prise de conscience. Donc on est un peu à la croisée des chemins. J'espère être optimiste sur le fait que les choses vont bouger, mais nous, on va en tout cas faire en sorte que ça bouge. En parlant du fait que pour les femmes, elles ont encore du mal à avoir les gros budgets, donc concrètement, on a encore du mal à leur faire confiance ou à leur accorder le crédit qu'elles méritent. Qu'en est-il pour les femmes issues de la diversité? Parce que je pense que ça doit être encore une couche en plus. C'est encore pire. C'est vraiment, malheureusement, c'est la double peine, c'est le double handicap. Nous, on essaie beaucoup, depuis la dernière année, de rejoindre ces communautés parce que c'est le défi aussi, c'est de les rendre elles aussi très visibles. Donc on essaie le plus possible de s'adresser à elles, de s'assurer qu'elles sont présentes à nos événements, à nos formations. Donc absolument, il y a une double barrière à franchir pour elles. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce que c'est quelque chose que vous observez autour de vous ou finalement pas du tout? Je pense que ça dépend dans quelle sphère on travaille. Je faisais référence tout à l'heure au milieu politique. Je pense vraiment que l'on soit élu ou que l'on gravite autour d'un élu ou d'une élue, je pense que c'est vraiment des professions où il y a un grand sacrifice de disponibilité pour sa famille, pour l'autre sphère de sa vie. C'est vraiment des engagements très, très, très forts. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. En ce qui me concerne, j'ai toujours voulu garder un équilibre. J'ai toujours exercé des tâches, des métiers où j'avais la possibilité, oui, de gérer les deux espaces. Gérer les deux. Et puis, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que j'ai la chance aussi d'avoir un conjoint qui est très impliqué dans la vie familiale. Donc, tout ce qui est... je suis partie, je pense, des privilégiés pour qui la charge mentale n'est pas vraiment lourde. C'est vraiment un point que toutes les femmes que je rencontre dans le cadre de cette émission abordent. C'est le choix du conjoint ou du compagnon, l'importance que ça a dans l'équilibre du développement de la femme dans sa carrière, dans la cession aux espaces de décision. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est essentiel? Est-ce que ça fait partie peut-être des expériences que vous pouvez avoir à partager avec vos membres ou dans le cadre de vos formations? Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Oui, c'est certain. On ne l'aborde pas nécessairement comme ça, mais c'est vrai que la conciliation, c'est vraiment ça fait partie des conditions gagnantes, clairement, d'avoir quelqu'un qui vous supporte dans vos choix, qui vous encourage. Ça, c'est clairement un atout. Et l'industrie dans laquelle je travaille, c'est beaucoup une industrie de pigistes. Et c'est beaucoup aussi par exemple, si on parle du tournage d'un film ou d'une émission de télévision, c'est des longues heures concentrées sur quelques jours, quelques semaines. Donc ça ne rend pas les choses faciles. Donc ça nécessite aussi une grosse adaptation, ne serait-ce que pour les services de garde, l'aide, le soutien aux deux. Donc c'est toutes des choses où si la personne n'a pas quelqu'un qui la soutient ou un réseau qui la soutient, ça devient très compliqué. Et malheureusement, il y a des femmes qui renoncent à leur rêve, par exemple, de travailler dans l'action, sur les tournages, parce que ça reste compliqué à équilibrer. Très bien, donc nous allons faire une petite pause et on se revoit dans quelques instants. J'en profite juste pour donner le message à toutes les jeunes femmes qui nous regardent. Faites le bon choix du compagnon si vous ne voulez pas abandonner vos rêves. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Brigitte Monod, nous parlions tout à l'heure de l'importance du compagnon, en fait, qui vous aide dans la gestion de la vie quotidienne, mais aussi l'accompagnement dans le développement de la carrière. Est-ce que vous avez des moments d'échange, de partage avec d'autres femmes sur comment accéder aux espaces de décision? C'est souvent des conversations qui arrivent au hasard, mais le constat que je fais quand on a ces discussions-là, c'est qu'il y a toujours eu, vous avez mentionné tout à l'heure la notion de sacrifice, il y a toujours eu quand même des décisions à faire, des choix à faire. Mais à chaque fois, ce que je remarque, c'est que ces femmes-là tiennent à des valeurs, tiennent à aller vers quelque chose qui fait du sens pour elles et où elles pensent pouvoir non seulement se développer, mais développer autre chose. Je pense qu'il y a une recherche de sentiment d'utilité et dès lors qu'elle est là puis qu'elle est atteinte, les choses se font certainement avec moins de notions de sacrifice. Oui. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit qu'on ne naît pas puissante, on le devient. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est au-delà de Simone de Beauvoir. Hein. C'est ça.
Elle nous a tendu le flambeau, mais Oui. on est allé un peu plus loin. Mais c'est vrai que, bon, au-delà des femmes qui sont puissantes de naissance, parce que, voilà, il y a encore dans le monde des lignées, que ce soit royales ou autres, qui vous amènent de naissance une certaine puissance ou une certaine stature. Pour le reste, c'est pas juste la puissance. Je veux dire, les femmes doivent prendre leur place donc que ce soit pour être puissante ou d'avoir du pouvoir ou tout simplement de faire un métier où on ne les attend pas. On parle beaucoup du déficit de femmes ou de jeunes filles qui étudient en sciences, où il y a des domaines dans la société où elles sont peu présentes. Donc c'est là où effectivement il faut faire... les encourager. Il faut les encourager, puis c'est apprendre leur puissance, en fait, leur élan. Ouais. Comment est-ce qu'elle pourrait faire? Quelle pourrait être la stratégie qu'elle pourrait mettre en place? Est-ce que c'est dès le départ au niveau du système éducatif qu'il faudrait orienter? Est-ce qu'il faudrait faire plus de campagnes sur ça? Privilégier? Quelle stratégie on pourrait mettre en place? Moi, je pense que ça commence dès l'école, dès la garderie, déjà d'arrêter de genrer les choses, les espaces de jeu pour les petits. Où les filles vont jouer à la poupée, voilà, les garçons au ballon. d'arrêter de tenir des discours qu'il y a des choses pour filles, il y a des choses pour garçons. Tout petit, il faut qu'ils explorent tout et qu'on leur donne le choix et surtout qu'on ne mette pas un empêchement en disant non, ça c'est pas pour toi. Donc, si déjà dès la petite enfance on éduque les petits à dire j'ai envie de faire ça, je le fais, ça va suivre. Mais c'est un gros travail et c'est surtout, en tout cas dans les sociétés occidentales, c'est un gros travail de rééducation. On est tellement rentré dans des schémas binaires de garçons-filles, et puis ça c'est pour les gars, ça c'est pour les filles, et ça donne un exemple intéressant, c'est le milieu de l'informatique. Quand l'informatique entre guillemets grand public est arrivée, donc fin des années 70-80, énormément de filles allaient étudier en informatique, c'était presque des métiers de femmes, et là 40 ans plus tard, il y a de moins en moins de filles qui étudient en programmation, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, faut vraiment réencourager et dire que c'est possible. Mais ça passe par toutes sortes de choses. Par exemple, si je fais référence à la programmation informatique, ou si les jeunes filles qui choisissent d'aller étudier là-dedans, sur les sites web des universités ou des cégeps, voient juste des gars en photo devant un ordinateur, elles vont me dire je vais être la seule fille, ça ne me tente pas. Donc c'est beaucoup de petites choses comme ça qui sont assez insidieuses, mais qui marquent, je pense, les esprits. Mais d'ailleurs, on peut même retrouver ça parce que dans les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, il y a un taux élevé de femmes, de jeunes filles en tout cas, et à la sortie, quelques années plus tard, on ne les retrouve pas forcément au même poste de responsabilité qu'on retrouve les garçons. Donc on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe à un moment? Pourquoi est-ce que le fil, il continue pas au même degré pour les garçons? C'est la même chose en cinéma. Quand on regarde les écoles de cinéma, il y a autant d'étudiantes que d'étudiants. Et si vous leur posez la question quand elles rentrent en première année, tout le monde veut être le prochain réalisateur phare du Québec ou la prochaine. Et puis, en cours de route, on perd les filles. C'est beaucoup ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est de la conciliation travail-famille, quoique les hommes l'ont aussi, mais c'est ça, il y a beaucoup effectivement, on en perd. Donc je pense d'être là pour les soutenir, à garder le cap, puis à tenir leurs aspirations de départ. Après, les aspirations peuvent changer pour toutes sortes de raisons aussi. Il faut laisser le... Très bien. Quelle est votre citation ou phrase préférée? J'en aurais plusieurs, mais une que j'aime beaucoup, c'est de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi?
j'ai beaucoup d'admiration. Je suis assez fascinée par ce que fait l'actuelle première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui est en train de casser beaucoup de codes dans ce qu'elle fait. Le premier étant qu'elle a osé, en étant première à la tête de l'État, mettre un enfant au monde, être enceinte, prendre un petit congé, confier ensuite le bébé à son conjoint. Donc elle aussi, elle a certainement beaucoup de soutien de ce dernier. C'est une femme d'action. Quand il y a eu des attentats racistes, elle a tout de suite pris des mesures par rapport à la gestion des armes à feu. On sent qu'elle est dans l'action, dans le concret, mais pour les bonnes raisons. Pas pour sa propre gloire ou sa progression de carrière personnelle, mais vraiment pour sa population, pour son pays. Donc je trouve que c'est vraiment une inspiration d'une façon d'exercer le pouvoir qui est rafraîchissante à une époque où certains hommes l'exercent exactement dans le sens au contraire. Voilà. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Un jour pour changer le monde, ça prendrait une baguette magique, mais c'est de m'assurer que tous les enfants et surtout les filles ont un accès à l'éducation, que l'accès à l'éducation soit vraiment universel, égalitaire. C'est la clé de tout, c'est ce qui développe la pensée critique, c'est ce qui fait que on est capable, à l'ère des fake news, de faire preuve de jugement et discernement en se disant non, ça n'a pas de sens. Ça va devenir de plus en plus important parce qu'avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui est amenée à prendre certaines décisions à notre place, il faut que nos jeunes soient éduqués à justement contrer tout ça et garder ce que seul le cerveau humain peut faire. Et puis l'accès à l'éducation, à l'alphabétisation, etc., c'est le début de l'indépendance. On le voit dans les pays où les petites filles n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Elles deviennent soumises, elles deviennent esclaves, elles deviennent... pour moi, c'est vraiment là qu'il faudrait agir. Et j'aimerais, oui, que ça se fasse en une journée, vraiment. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec une photo, quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Alors, j'ai apporté un livre. D'abord, c'est en lien avec l'éducation. Je pense que la lecture est quelque chose de très important dans ma vie. Mais j'ai apporté le livre, en fait, c'est l'autobiographie de Simone Veil, donc qui pour moi représente vraiment une bonne façon d'exercer le pouvoir. Un énorme exemple de résilience, mais elle a mené, quand elle était ministre de la Santé, donc la loi porte même son nom en France pour la légalisation de l'avortement, contre vents et marées. Elle a passé ça, alors je crois à l'époque il y avait juste 3 députés élus en France, donc elle a vraiment fait face et à l'opinion publique et à une marée d'hommes qui jugeaient d'une chose dont ils n'ont absolument pas conscience, dont ils ne peuvent pas mesurer l'impact vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un de... son livre, elle-même. Et puis tous les livres de femmes comme elle, je pense que ça devrait être dans toutes les bibliothèques. Très bien, mais notre entretien touche déjà à sa fin. J'ai encore tellement de choses à vous demander, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, en conclusion, est-ce que vous pouvez me dire en un mot ou en une phrase, qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui me rend unique? C'est de tenir, de rester moi-même. Voilà, puis c'est le conseil que je donnerais à une petite fille, par exemple. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui me dirait je veux être toi, je dis non, la place est prise, sois toi-même et puis fonce et surtout reste attaché à tes valeurs. Très bien, c'est parfait. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Brigitte. Merci.
C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi sur YouTube. Je vous donne aussi rendez-vous sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org. À très bientôt. Merci.